tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Star Wars revient sur les écrans. Vous avez toujours rêvé de défier Dark Vador au sabre laser, de voler avec Han Solo à bord du Faucon Millennium ou de communiquer en hologramme entre Tatooine et Alderaan. Oui, mais est-ce scientifiquement possible? Un astrophysicien nous répondra. Monument de la culture geek, le film inspire les innovateurs tech et les historiens. Guillaume Gralet testera pour nous l'attirail du parfait Jedi. Et BB-8, la nouvelle mascotte robot de cet opus, peut-il détrôner R2-D2? Des mots en plateau. La force se réveille cette semaine dans Tech24. Mais d'abord, on va faire de la science avec Star Wars et surtout avec vous, Roland Lehoucq. Vous êtes astrophysicien au CEA et vous vous employez à mener des enquêtes scientifiques à partir de films de fiction. En fait, vous utilisez la science-fiction comme une pédagogie du réel. Exactement. Dans ces films, on voit énormément d'objets techniques, de théories scientifiques, de manifestations donc scientifiques ou techniques qu'on peut analyser à l'aune de ce que nous savons de notre monde, faisant l'hypothèse que ce que l'on voit obéit au même règle que notre monde. Et du coup, essayer de comprendre, avoir des informations sur ces films qui ne sont pas données dans le film. Allez, première hypothèse, est-ce qu'on peut donner une interprétation physique à la force des Jedi? Alors c'est assez difficile, mais la force des Jedi évoque des choses pour un physicien. La force, c'est quelque chose qui a l'air de remplir l'espace et dans lesquels les Jedi piochent à volonté pour faire des tas d'exploits incroyables. Des entités physiques que les physiciens ont mis dans l'espace pour le remplir, il y en a eu dès l'Antiquité, avec le cinquième élément, la quintessence d'Aristote, qui était là comme pour mouvoir les astres, pour les faire se déplacer en cercle régulier dans le ciel. Il y a eu l'éther au 19e siècle, qui était là pour supporter la vitesse de la lumière, la propagation de la lumière, qui a disparu complètement. Ces deux choses ont complètement disparu des théories physiques. Et puis maintenant, les astrophysiciens remplissent l'univers de matière noire et d'énergie noire, qui ne sont pas sans évoquer des éléments de la force, mais qui ne sont pas évidemment strictement ce qu'est ou ce que semble être la force. Han Solo et son inséparable Faucon Millennium, ils empruntent couramment l'hyperespace, mais là aussi, est-ce que cet hyperespace a une réalité physique? Alors, l'hyperespace, c'est une sorte d'espace à côté d'une autre, d'une certaine façon, qu'on pourrait emprunter pour faire un raccourci dans notre espace, aller plus vite d'un point à un autre de notre espace en prenant ce raccourci. Alors c'est vrai que du point de vue de la science stricte, l'hyperespace a un statut un peu curieux, parce que soit on peut interagir avec lui, avoir de l'information avec lui, auquel cas c'est notre univers, c'est pas un autre univers, soit on ne peut pas en avoir, et auquel cas on peut en parler sans risque d'être contredit par l'expérience ou l'observation, comme la science le fait toujours, expérimenter, observer, et donc du coup on peut pas en dire grand-chose de scientifique. Donc cet hyperespace, c'est un peu une baguette magique pour emprunter des canaux qui font aller très vite d'une étoile à une autre. Une autre question qui taraude tout le monde, et ça m'a vraiment passionné d'ailleurs dans votre ouvrage, le sabre laser est-il possible? Alors le sabre laser, aussi voilà encore une merveille de techno des Jedi. Le problème, c'est qu'il y a au moins 4 arguments rédhibitoires pour le rendre impossible. Et il y en a un qui est assez amusant. On peut mener une enquête, encore une fois, sur ce que l'on voit, notamment quand Qui-Gon Jinn est en train de percer la porte qui le sépare, la porte métallique blindée qui le sépare des Vice-Rois, dans l'épisode 1. Eh bien, en voyant cette séquence et en l'analysant par l'étude de la science, on peut déduire que la puissance de sabre laser est de 1 gigawatt, 1 milliard de watts, autrement dit équivalent à la puissance dégagée par une centrale nucléaire, dans un petit machin qui tient dans la main. Donc bon, on se dit, si c'est des piles, entre guillemets, si ce sont des piles qu'il y a dedans, vous voyez le genre de pile. Il faut une centrale nucléaire dans un tout petit volume. C'est pas très COP21 en plus. Voilà, c'est pas très COP21. Et puis c'est la force, évidemment c'est la force. Mais ça donne un peu une idée des capacités des Jedi à extraire de l'énergie ou de la puissance de cette fameuse force. Et je sais d'ailleurs que c'est une question avec laquelle vous collez pas mal de vos élèves à Polytechnique. Dernière question, est-ce que l'étoile de la mort peut vraiment détruire une planète? Alors encore, là c'est encore pire, si on monte encore dans l'échelle des objets extraordinaires, des big dumb objects, comme on dit dans le jargon de la science-fiction, des objets énormes et si énormes qu'ils en deviennent presque ridicules au regard de la science actuelle. L'étoile de la mort, c'est vraiment rédhibitoirement en dehors de la capacité. La puissance nécessaire pour détruire une planète comme Alderaan, comme on le voit dans un des épisodes, c'est à peu près équivalent à au moins 100 000 fois la puissance de l'intégralité de notre Soleil. Donc c'est un truc absolument titanesque. On ne sait pas du tout comment faire ça, pas du tout, mais du tout. Donc là, les gars de l'Empire, ils sont vraiment très forts. Merci infiniment. Je vais rappeler évidemment votre ouvrage à télécharger gratuitement et légalement, Faire des sciences avec Star Wars. Et puis, vous appliquez ce champ-là à tout un tas de films de super-héros également, et films de fiction. Bien sûr, on peut utiliser tous les supports de l'imaginaire, se prêtent à ce genre d'analyse amusante. Merci infiniment, Roland Lehoucq. Et tout de suite, on retrouve notre Stormtrooper préféré, Guillaume Gralet. All of it.
Guillaume a rejoint les troupes de l'Empereur puisqu'il est Stormtrooper aujourd'hui sur le plateau de Tech 24. Ça se passe bien sur l'Étoile Noire? Est-ce que je vous fais encore plus peur quand je parle, Marjorie? Oui, absolument. Il va falloir le retirer justement pour qu'on vous entende haut et fort, puisque justement, on va parler avec vous d'autres technologies tirées de Star Wars qui justement sont d'un sabre laser. Voilà, on s'est beaucoup amusé en préparant cette émission. Oui, je vois ça. Alors le sabre laser n'existe pas, là il s'agit uniquement d'un jouet, mais ce jouet, en fait, le son va s'adapter au mouvement qu'on fait avec. C'est un petit peu rigolo. Vous savez que vous avez une centrale nucléaire sur vous, si je suis le raisonnement de Roland Lehoux. Voilà, on va faire très attention. Et on va s'intéresser aux bonnes nouvelles. Ouais, bonne nouvelle. Et l'Overback, justement, qui est un des véhicules phares de Star Wars et qui sert notamment à ces personnages à se déplacer. Est-ce que l'Overbike, lui, est réaliste? Oui, ça nous a tous fait rêver, Marjorie. Et il y a deux initiatives très intéressantes qui sont nées dans le monde et qui nous font nous rapprocher de plus en plus de cet engin magique. Alors, Chris Malloy, en Nouvelle-Zélande, s'est appuyé, lui, sur un quadricoptère. En fait, ce qui est difficile, c'est que les personnes puissent tenir en équilibre dessus. Ce quadricoptère, il sert aujourd'hui pour véhiculer un petit personnage, mais il estime qu'un jour, ça pourra remplacer un hélicoptère pour surveiller des troupeaux. Et puis, aux États-Unis, vous avez l'initiative d'Aeroflex qui a mis au point un engin mi-hors-bord, mi-moto et qui tient, lui, en équilibre grâce à des ventilateurs très puissants. Allez, trahison ô combien paternelle. Luke Skywalker, à un moment donné des épisodes, se fait couper la main et même le bras d'ailleurs par son père Darth Vader. Là aussi, on est en train de travailler sur des technologies de prothèses de main qui ressemblent très fortement à ce qui se passe dans le film. Oui, de très très bonnes nouvelles sur ce front, Marjorie, puisque si on en croit l'expérience de Nicolas Huchet qui cherchait, lui, une prothèse de main, eh bien, il a eu une solution grâce à l'imprimante, grâce à l'impression 3D. Et surtout, il dit que ce qui coûtait autrefois plusieurs millions de dollars, eh bien, lui, il a réussi à avoir une prothèse à moins de 2000 $. Il y a également des recherches très intéressantes autour de la peau artificielle. C'est le cas Technion en Israël, à Singapour, à Stanford. On a en fait à Singapour l'idée de mettre au point des mini-pyramides en plastique. Ces pyramides en plastique, lorsque vous allez appuyer dessus, elles vont être reliées à une mini-centrale électrique et cette centrale électrique va envoyer une petite mini décharge à votre main qui va aller vers votre cerveau. Bref, on va sentir lorsqu'il y a une pression, on va recréer la sensation de toucher. Allez, là je vous ai devant moi aujourd'hui en plateau, mais j'aurais très bien pu vous proposer d'apparaître en hologramme. En tout cas, c'est ce qui arrive à la plupart des personnages de la Guerre des Étoiles quand ils souhaitent communiquer les uns entre les autres. Là aussi, est-ce qu'il y a une vraie techno-hologramme? Alors là, il y a encore beaucoup de travail, Marjorie. Il faudra attendre sans doute plusieurs dizaines d'années pour avoir quelque chose de crédible. Mais à signaler quand même les travaux d'une start-up Ostendo Technologies qui, elle, travaille sur une projection holographique à partir d'un smartphone. Ça nécessite une puce de très grande puissance. Allez, Star Wars est aussi évidemment un monument de la culture geek et des historiens s'y intéressent de très près. C'est vrai qu'il y a une politique finalement à l'univers du film. Oui, si vous vous intéressez à l'univers Marjorie, eh bien, on peut retrouver un peu le destin de l'Empire romain. On peut retrouver également dans la façon dont l'empereur Palpatine est venu au pouvoir grâce au vote de ces sujets, eh bien, un petit peu un destin à la Hitler. Mais la vraie analyse intéressante qu'on a trouvée, Marjorie, c'est celle de l'historien des États-Unis Thomas Negaroff. Et lui, il retrouve un petit peu les doutes de l'Amérique. L'histoire individuelle, je le cite, d'Anakin Skywalker est celle d'une nation, soit les deux versions d'une même histoire. En fait, Anakin serait l'enfance de l'Amérique qui a tous les talents. Les Américains pensent toujours que leur nation est la meilleure, mais qui bascule dans le mal quand même. Bref, c'est extrêmement intéressant cette analyse. Guillaume, je suis ton père. Et on termine justement avec une initiative très intéressante de la part de Disney, qui a racheté évidemment la licence Star Wars. L'initiative Hour of Code qui se répand partout dans le monde, justement, on peut y participer là aussi avec l'univers de Star Wars. Oui, Hour of Code, pardon Marjorie, on en a parlé en Afrique, et aux États-Unis, eh bien, les producteurs... 1 heure pour coder. Voilà, 1 heure pour coder, ça a eu beaucoup de succès, notamment au Nigeria, mais au Togo. Et là, les producteurs de Star Wars ont eu l'idée de s'allier à cette initiative pour vulgariser le code informatique pour les enfants. Alors là, on va aller sur du JavaScript. Il y aura plusieurs blocs qui vont être proposés aux enfants, notamment une boîte à outils, et on va montrer aux enfants que lorsqu'ils déplacent certains éléments de la boîte à outils vers le workspace, vers un espace de travail, ils vont pouvoir bouger leur héros favori, la princesse Leia, mais aussi BB-8, le nouveau petit robot. Allez, les gadgets sont-ils passés du côté obscur de la force? Réponse tout de suite et démonstration en plateau. C'est Test 24. Et c'est la nouvelle mascotte robot de cette saison pour Star Wars. Il s'appelle BB-8. C'est un petit robot qui roule et qui va peut-être, et c'est très dur, détrôner dans le cœur des spectateurs
R2D2, Guillaume. Oui, alors on est absolument séduit par ce tout petit robot. Il n'y en a que pour lui en ce moment auprès des marques qui le déclinent sous plein de formes différentes. Ouais, puis mes filles ont adoré parce que il est presque plus fragile en fait que R2D2 et ces petits robots en fait ils fonctionnent grâce avec une appli qui va vous permettre de naviguer, on va le voir tout de suite, d'envoyer des messages sous forme d'hologramme. Alors c'est des faux hologrammes, c'est-à-dire que ça va apparaître uniquement sur l'écran de votre téléphone ou de la tablette et puis vous allez pouvoir jouer avec d'autres de ces robots. Alors je vais juste vous montrer la navigation parce que c'est un petit peu le plus surprenant. Ça, par exemple, c'est un robot qui est programmé sous Sphero. On en a déjà parlé ici dans l'émission. C'est justement un robot qui est ouvert à la programmation pour que chacun puisse s'emparer justement de programmatique, tout simplement. Oui, il y a un côté très ouvert qui est très sympa avec un SDK, donc le fameux kit qui va permettre à tout le monde de programmer. Et donc, on va pouvoir l'habiller d'une manière différente. Ce qui est assez marrant, alors là je vais pas trop jouer parce que c'est que ça va très très vite. Je vais le sauver. Voilà. Et voilà, donc vous imaginez ce que ça peut donner dans une maison. Il faut un peu le recharger grâce à ce dock qui est relié en fait à un port USB. Merci infiniment pour toutes ces explications et ces démos spéciales Star Wars. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter l'actu numérique ou l'actu Star Wars à la fin de vos tweets et de vos statuts Facebook. Allez, on se quitte avec la team Tech24 au grand complet, transformée en personnage de Star Wars. Vous pouvez vous aussi tester cette pose selfie sur l'application officielle du film. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Restez connectés, on se retrouve très vite.